Bonjour, dans ce cheminement pas à pas, dans une vue à 360 degrés sur la microbiologie et les apports des découvertes de chercheurs dont les travaux ont été laissés de côté il y a déjà plus de 130 ans, comme ceux d'Antoine Béchamp, encore ceux du professeur Jules Tissot, donc entre 1926 et 1946, et tous les autres chercheurs qui ont exploré cette autre microbiologie avec d'autres découvertes et notamment l'invention aussi de microscopes qui n'ont pas été reproduits à grande échelle à ce jour, mais qui permettaient d'observer d'autres éléments figurés dans le sang, notamment le microscope à fond noir, extrêmement grossissant. Nous avons donc essayé d'ouvrir notre champ de vision sur ces autres aspects de la microbiologie qui diffèrent en cela du dogme pasteurien, comme l'a exposé pas à pas dans cette démarche de réflexion le docteur Yves Cousigou, donc auteur de ce petit livret publié en 1992, toujours pour rappel, intitulé « Phobie des microbes et manie vaccinale ». Il en a conclu, en reprenant les travaux de tous ces chercheurs, donc, que le dogme pasteurien était de l'apriorisme. Il le nomme science métaphysique et non pas science basée sur les faits. Il répète bien donc que l'asepsie cellulaire n'est pas un fait mais une interprétation et que ça n'est pas le cas, la cellule n'est pas aseptique, l'organisme humain n'est pas aseptique, il y a des microbes exogènes à l'extérieur, mais il y a aussi des microbes, donc virus, bactéries et parasites bien sûr, à l'intérieur. Quelle est la nature et quelle est la genèse de ces microbes? C'est tout au long de cet exposé également que nous avons vu les pistes qui sont exposées par ces chercheurs dont les travaux ont été laissés de côté, parce que malheureusement ça ne servait pas la théorie pasteurienne, la panspermie, l'asepsie cellulaire, le dogme vaccinal, le fait que l'immunité vaccinale serait l'équivalent de l'immunité naturelle. On a vu là aussi tout au long des observations que les conclusions de ces chercheurs, donc y compris Claude Bernard, ne faisaient pas état de cette équivalence. L'immunité par les vaccins, l'immunité vaccinale n'est pas équivalente à l'immunité naturelle. Nous en arrivons donc ici avec cette conclusion sur les statistiques qui sont faites sur la vaccination par un chapitre qui s'intitule de la même façon « Mirage statistique et manie vaccinale ». Voici ce que le docteur Cousigou nous fait observer de nouveau, en conclusion, bien sûr, en synthèse de tous les exposés précédents. Tout cet exposé nous permet de comprendre suffisamment pour quelles raisons scientifiques Claude Bernard a reproché à Pasteur son apriorisme. Le système pasteurien, qui ne repose que sur des interprétations et non sur des faits, est anti-scientifique. Il constitue une métaphysique et non une science. De nombreux slogans publicitairement soutenus diffusent les dogmes de cette métaphysique pasteurienne et abusent depuis bientôt un siècle de la crédulité étonnante de nombreux médecins et biologistes, insoumis ou infidèles à la méthode de la science expérimentale telle qu'elle a été définie par le célèbre Claude Bernard. Actuellement, les dogmes, on citera donc l'asepsie de la cellule vivante, la panspermie, le monomorphisme du virus, de la bactérie et de la moisissure, l'immunité artificielle, on parlerait aussi d'immunité vaccinale donc, les possibilités de standardisation biologique, etc., etc., tous ces dogmes du credo pasteurien ne tiennent guère et s'écroulent devant l'évidence des faits, qui n'ont toujours pas été pris en compte aujourd'hui, au début du 3e millénaire, pour commentaire. Ensuite, le docteur Cousigou continue. Il intitule son chapitre suivant « La statistique et la méthode expérimentale ».
à la suite donc du mirage statistique et manie vaccinale. Malgré tous les arguments contraires, nombreux sont encore ceux qui se retranchent derrière le bouclier des statistiques. Il est facile encore de leur opposer les définitions de Claude Bernard qui considère que jamais les faits ne sont identiques, qu'ils ne sont par suite pas comparables, que la statistique ne peut jamais conduire à une loi réelle parce qu'elle n'est qu'un dénombrement empirique d'observations. La nouvelle méthode des placebos, du double blind, donc en double aveugle, devrait d'ailleurs être appliquée aux statistiques vaccinales pour éviter les erreurs d'interprétation dans cette médecine, dite préventive, alors qu'elle est contaminatrice. Une parenthèse ici par rapport à ces études en double aveugle, donc qui devraient être aussi imposées aux études faites sur les vaccins et qu'ils ne le sont pas. Les vaccins sont exempts de produire des études, et les laboratoires par là même, faites selon les plus hauts standards des études en matière de médicaments, donc de produits issus de l'industrie pharmaceutique, le plus haut standard étant les études randomisées en double aveugle, effectivement, auxquelles sont soumises tout médicament qui ferait sa demande de mise sur le marché. Pour l'heure, étonnamment, donc, les vaccins sont exempts de ces études et les laboratoires ne sont pas obligés de fournir des études randomisées en double aveugle pour les vaccins. Actuellement encore, en 2017, c'est toujours le cas et c'est ce que réclament biologistes et médecins et autres personnes concernées par cette aberration que les vaccins n'ont pas d'obligation de produire des études d'innocuité avec des groupes où effectivement des deux côtés on ne sait pas qui recevra le placebo, qui recevra le vaccin, et surtout avec des substances utilisées en placebo qui ne contiennent aucun des éléments pouvant être contenus dans le vaccin, puisqu'on verra par ailleurs qu'il y a eu des études faites avec de l'hydroxyde d'aluminium d'un côté et les vaccins contenant aussi, outre leur substance classique, l'hydroxyde d'aluminium, alors que normalement, l'étude aurait dû être faite avec un placebo qui ne contient aucune des substances du vaccin. Ces standards donc ne sont pas imposés à l'industrie pharmaceutique pour l'étude des vaccins et de leur innocuité, de leurs effets secondaires et la comparaison entre deux groupes en double aveugle. En 1992, le docteur Cousigou pointait déjà cette particularité très étonnante. Il nous dit ensuite « Cette méthode va d'ailleurs être désormais exigée pour apprécier les effets des nouveaux traitements curatifs cliniquement. » La constitution de groupes strictement comparables étant reconnue officiellement comme une difficulté majeure et le tirage au sort pour assurer la comparabilité des groupes étant insuffisant dès qu'il s'agit d'êtres humains dont la suggestibilité est impressionnante. Par exemple, donc, des études précises portant sur plus de 1000 sujets traités par des placebos, notamment eau distillée en tant que placebo, imitant divers remèdes, ont montré que 35% environ d'entre eux pouvaient être guéris sans traitement réel par conséquent, de maux tels que douleurs post-opératoires graves, douleurs angineuses, céphalée, mal de mer, nausées, anxiété, toux, rhume, etc., tout en présentant parfois jusqu'aux réactions secondaires des remèdes imités, en l'occurrence donc palpitations, diarrhée, urticaire. Devant l'importance de ces phénomènes de suggestion, il est nécessaire dans tout nouvel essai thérapeutique que les malades ignorent s'ils ont reçu le traitement réel ou le traitement placebo imité, les deux traitements étant indiscernables dans leur présentation et leur utilisation. C'est ce qu'on appelle donc les essais en double aveugle, double blind en anglais. Et cet essai d'un remède anonyme, ou selon la terminologie anglaise,
double blind, donc aveugle, peut s'avérer insuffisant scientifiquement et statistiquement, puisque l'on exige que le médecin, lui-même atteint d'une certaine suggestibilité, ignore parfois au moment de statuer sur les documents thérapeutiques si le malade a reçu le traitement réel ou le traitement placebo. On réalise ainsi un essai thérapeutique doublement anonyme ou double blind, donc à la fois les patients ne savent pas s'ils ont reçu le remède actif médicamenteux ou le placebo, et encore aussi les médecins qui concourent à cette étude, à cette expérience, sur 2 cohortes d'individus séparés en 2 groupes, ne savent pas non plus qui a reçu quoi. En cela, c'est en double aveugle. Cette méthode statistique doublement anonyme devrait également être appliquée aux essais vaccinaux et permet de mettre en doute la valeur des statistiques établies jusqu'à présent et non établies de cette façon scientifique. On réclame toujours aujourd'hui pour les vaccins, comme pour les médicaments, et c'est le cas pour les seconds, pas pour les premiers, on peut le répéter, que soient faites ces études en double aveugle selon les plus hauts standards imposés à l'industrie pharmaceutique, ce serait minimum. En l'état, comme le confirme ici, le conclut le docteur Cousigou, ces statistiques sur l'efficacité des vaccins ne sont pas fiables. Et donc depuis toujours et encore aujourd'hui en 2017, pour le préciser. De plus, pour l'établissement des diagnostics chez les vaccinés, il est aussi nécessaire que le médecin qui les établit ne puisse reconnaître quel malade est vacciné ou non vacciné, les arrangements sémiologiques étant parfois possibles avant la présentation des documents aux statisticiens, ce qui nous donne une méthode triplement anonyme. Le docteur Alendi a reproché à la médecine actuelle d'oublier l'homme total, le terrain du malade, et de localiser des maladies, des entités morbides, des entités nosographiques dans le temps et dans l'espace. Et même si nous admettons l'existence de ces prétendues maladies classiquement définies, il faut reconnaître que l'établissement du diagnostic de chacune de ces entités nosographiques par une représentation sémiologique, entité sémiologique, correspondante, n'est pas toujours sûr, loin de là. La part de la psychopathologie en médecine des organes apparaît chaque jour comme plus importante, et sans aller jusqu'à admettre avec le professeur Solier que 90% des malades non psychiatriques d'une clientèle ne relèvent d'aucun diagnostic, d'aucun pronostic, d'aucune thérapeutique classique. Donc, sans aller jusqu'à ces 90%, on peut quand même considérer qu'il y a une part de psycho-émotionnelle, donc de disposition psycho-émotionnelle particulière chez chaque malade qui présente une maladie que l'on veut absolument nommer, et on en oublie à ce propos de regarder le malade avec ses symptômes. On ne regarde plus que les symptômes. On peut dire approximativement que les 3/4 des malades ne présentent pas une forme clinique classique et que la moitié de ces malades ont des problèmes de vie, des chagrins, des remords, des déceptions, etc., qui tantôt ont déclenché la maladie viscérale, tantôt l'ont déformée, compliquée, prolongée. C'est donc toute la dimension psycho-émotionnelle ici de l'individu dit malade avec sa maladie que l'on veut diagnostiquer, que l'on veut nommer en médecine classique. C'est toute cette dimension psycho-émotionnelle qui est à prendre en compte, comme le souligne ici encore le docteur Yves Cousigou dans ses observations et ses remarques. Ce même article condensant le livre « Dialogue avec le médecin » aux éditions Labor et Fide à Genève de Georges Gursdorf fait remarquer qu'actuellement la conception dualiste
qui isole d'un côté les processus corporels attribués à la seule physiologie et de l'autre les jeux de la pensée, de l'esprit ou de l'âme, ne peut plus se soutenir. L'existence humaine étant l'unité solidaire de l'organique et du psychique, dont les deux aspects, en constante réciprocité d'influence, sont à la fois conditionnants et conditionnés. En optant de façon a priori pour la conception dualiste, on sort de la réalité des faits et on tombe dans la métaphysique dont on avait peur en construisant des entités purement physiologiques, des entités nosographiques, des entités sémiologiques, qui ne sont souvent que de simples abstractions. La médecine est de l'homme total, ou n'est pas. Et il faudrait soigner les malades non comme des hommes objets selon l'enseignement des facultés, mais comme hommes conscience. On peut se référer donc en cela au livre du docteur Solier, S-O-L-I-E, cité à l'époque, donc en 1992, aux éditions de La Colombe. Le vrai médecin est celui de la personne, celui de la famille, parce qu'on pourra en toute confiance lui poser la question de Shakespeare dans Macbeth. Ne pouvez-vous traiter un esprit malade, arracher à la mémoire un chagrin enraciné, effacer les soucis écrits dans le cerveau, et grâce à quelque antidote de doux oubli, soulager la poitrine oppressée du poids périlleux qui pèse sur le cœur. C'est une belle citation que nous remémore ici le docteur Kousigou en citant Shakespeare pour vraiment mettre l'accent sur le fait que un être humain, ça n'est pas un ensemble de symptômes avec une maladie à diagnostiquer et à nommer, c'est un malade avec ses particularités dans tous les aspects de sa personne, y compris au niveau psycho-émotionnel, donc ses chagrins, ses remords, toutes ses difficultés de vie, et on pourrait remonter donc à la prime enfance pour un adulte, etc., etc. J'en termine quand même en vous commentant l'image mise en fond d'écran ici, donc une carte du monde qui concerne l'élimination du tétanos néonatal. Notamment, donc, on verra sur les 3 couleurs qui sont exposées que le orange spécifie les endroits du monde où le tétanos n'a pas encore été éliminé. Donc ce sont des données de l'Organisation mondiale de la santé via l'UNICEF, collectées en 2008, des données qui datent de novembre 2009, comme vous l'avez en bas à gauche de cette carte. Et toutes ces zones oranges où le tétanos néonatal n'a pas été éliminé correspondent à des pays en difficulté de situation économique, situation sociale difficile, situation de conflit et de guerre, guerre ethnique ou guerre avec d'autres pays qui viennent envahir ce pays, y compris des pays occidentaux. On voit que la Chine est comprise dans ce lot de pays en orange. Et on est surtout donc sur l'Afrique, le nord de l'Inde, les pays en haut à gauche donc de l'Inde au Moyen-Orient, toute la Polynésie, les îles d'Océanie au-dessus de l'Australie bien sûr, Bangladesh, Vietnam, Népal sont cités, les 15 États de l'Inde, étonnamment le bas de l'Inde est moins touché et le nord de l'Inde est très touché, tout Madagascar, toute la Centrafrique. L'Amérique du Sud, elle, reste en gris, c'est-à-dire tétanos néonatal éliminé avant 2000. Et puis tous les pays en vert, le tétanos a été éliminé, mais entre 2000 et 2009, donc année de collecte de ces données. Il est quand même intéressant de voir que les pays qui sont encore avec ce tétanos néonatal sont des pays du quart-monde en voie de développement et en difficulté économique, sociale, là où il y a aussi beaucoup de soucis
par rapport à l'alimentation, donc de sous-nutrition, de mort par la faim, donc manque d'alimentation, manque d'eau, manque d'hygiène, manque de mesures sanitaires, manque de sécurité. Les maladies, toujours, quand on observe les cartes de près, sont toujours liées à ces facteurs qui pour nous en Europe, en Occident, donc était le cas aussi en 1600, 1700, jusqu'en fin des années 1800, 1885 où est arrivé Pasteur, où la misère économique, sociale et les conditions d'hygiène étaient encore très mauvaises, même si parfois on nomme cette période la belle époque. Au niveau social et économique, ça n'était pas du tout la belle époque pour la plupart des individus. D'où ces situations donc économiques, sociales, psychologiques qui font le lit des maladies qui ont aujourd'hui disparu, pour certaines et certains, donc dans les explications, largement grâce à l'amélioration des conditions d'hygiène, des conditions de vie et de l'amélioration de l'alimentation et des équilibres nutritionnels de l'individu. On le cite peu, on parle beaucoup de l'amélioration de l'hygiène, mais l'hygiène interne, donc grâce à la nutrition, une alimentation saine, des aliments poussant sur des sols sains et riches, qui ont quasi tous presque disparu, donc on va avoir beaucoup de mal, entre parenthèses, à continuer à avoir des aliments sains sur des sols riches. On observe déjà ce phénomène très alarmant depuis une trentaine d'années maintenant. Mais aussi l'amélioration donc du milieu intérieur, hygiène au niveau du milieu extérieur, rappelez-vous dans les exposés précédents, hygiène au niveau du milieu intérieur. En vous souhaitant encore une bonne réflexion sur tous ces éléments et à la prochaine vidéo pour la suite de ce cheminement pas à pas dans un autre regard sur la microbiologie chez les êtres humains.